Les enfants qui ont des troubles de l'alimentation, quels sont les bons conseils? Le premier bon conseil est assez évident, hein. Il faut savoir avoir une attitude qui est une attitude pertinente. L'enfant, on lui propose... Non, je veux pas. Non. Regarde, Mickey, il veut pas non plus. Regarde ce que je dis. Vous allez voir la tête du bébé. Et voilà. Alors, à quoi on s'embête? Il veut pas manger? Dans notre expérience, sur donc 344 patients, on a eu le plaisir de voir que la publication vient d'être acceptée. Eh bien, on a repris de manière prospective et comparative des enfants qui ont ces troubles du comportement alimentaire âgés entre 1 et 6 ans, et on a vu deux choses importantes par rapport à un groupe témoin de 100 enfants. Le premier, c'est que les enfants qui mangent mal ont une irritabilité sensorielle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne mange pas avec la bouche. Manger, c'est tous les sens en éveil. Manger, c'est regarder. Vous connaissez l'expression « je vous mange des yeux ». D'accord ? Manger, c'est toucher. Ok. Manger, c'est sentir. Vous connaissez l'expression « je ne peux pas le sentir ». Manger, c'est mettre à l'intérieur de la bouche et ensuite avaler. Autrement dit, par rapport au groupe contrôle, de manière extrêmement significative, j'ai même pas mis les petits p tellement c'est hautement significatif, eh bien on voit bien que ces enfants qui ont besoin de s'essuyer les mains sans cesse, qui ont du mal à se brosser les dents, qui n'ont pas fait de 4 pattes, qui ont une difficulté à appréhender le contact avec l'herbe, le sable, quand on leur donne le bain, ils n'aiment pas qu'on leur masse le visage ou le corps. Eh bien ces enfants-là vont être plus sensibles à des difficultés alimentaires. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, mais ils vont être plus sensibles. Et en ce qui concerne le sous-groupe des enfants qui refusent complètement les morceaux, ça vous en avez déjà vu, les enfants au biberon ça se passe bien, dès qu'il y a la diversification, changement de texture, pas possible, blocage. Dès qu'il y a des petits grumeaux dans du liquide, blocage. Eh bien on a vu chez ces enfants-là qu'ils ont eu, alors que vers l'âge de 8-10 mois, tous les nourrissons normalement ont une exploration des objets et de l'environnement en prenant et en mettant dans la bouche, ce qui désensibilise la langue et la bouche, eh bien eux, ça ne les intéressait pas. Alors, à court terme, c'était une bénédiction pour les parents, parce qu'ils se sont dit, super, il ne va pas manger la cacahuète, on va pouvoir faire un apéro tranquille. Sauf que ce désintérêt va non pas entraîner, mais va être un terrain favorable ultérieur à cette irritabilité sensorielle et ces difficultés alimentaires. Et donc, on voit bien que regarder, toucher, sentir, porter à la bouche, manger, ceci, en termes de bons conseils, a des implications préventives, des implications dès la néonatologie. Plusieurs écoles, à Strasbourg, à Brest et évidemment dans les pays nordiques, font des sollicitations olfactives à tous les prématurés. Et de manière statistiquement significative, en donnant des petits cotons-tiges avec soit du lait de mer, soit de la vanille, arrivent à faire en sorte d'avoir une durée d'hospitalisation moindre, une durée de nutrition entérale moindre. Autrement dit, ça devrait faire partie de nos soins. Ça fait partie de beaucoup du NIDCAP, mais il faut qu'au Maroc, comme ailleurs, vous appreniez à solliciter ces petits nourrissons tout petits. Si vous voyez un enfant qui a des difficultés, pas faciles, alors lui, il n'a pas des difficultés alimentaires pour le moment, ça, au niveau nutritionnel, ça se peut faire. Impossible. Ils ne peuvent pas mettre les pieds ou les mains dans le sable. Ce qui veut dire que, d'un point de vue bon conseil, c'est une hérésie, ça. Empêcher le 4 pattes en faisant du baby-trot, ça, c'est diminuer les sollicitations sensorielles. Je ne parle pas des problèmes orthopédiques ou autres,
Mais de manière statistiquement significative, ceux qui n'ont pas fait 4 pattes ont plus de difficultés, ont plus d'irritabilité sensorielle. Il ne faut pas simuler la marche. Si, entre guillemets, Dieu a fait que dans le développement neurosensoriel, il y a une étape avec ce 4 pattes, ou bien les enfants qui roulent sur les fesses, hein, chacun a son 4 pattes, entre guillemets, eh bien, c'est que ça a un rôle. Et ceux qui zappent ceux-ci ont une chaîne de l'intégration neurosensorielle, en tout cas c'est ma conviction, qui va ultérieurement les exposer possiblement à des difficultés alimentaires. On sait que les enfants qui aiment bien mettre et faire la cuisine, faites la cuisine avec vos enfants, dites à vos patientes et vos patients de faire la cuisine avec les enfants, et quitte à les mettre aussi les mains dans la boue, hein, la Messi Play thérapie, je la jubile d'autant plus que Messi fait partie du jeu. Donc la guidance parentale nous explique bien qu'il faut essayer d'augmenter les familiarités de l'aliment sans nécessairement les faire goûter, et qu'on ne passe pas au morceau tant qu'on n'a pas eu la position assise en rectitude. Il y a des éléments qui sont des éléments de neurophysiologie. On n'arrive pas à être droit assis, on ne peut pas manger des morceaux. On ne peut acquérir la continence fécale, autrement dit faire caca dans un pot, que quand on est capable de faire monter 3 marches sans se tenir. Si on n'est pas capable, on n'est pas capable. Et donc je pense que c'est des bons conseils. Et ça va vous éviter des soucis, et à vos parents aussi. Manger, c'est aussi être installé. Vous comprenez, essayez de manger en déséquilibre. Essayez de manger en faisant en même temps sur un plateau un petit peu instable. On a du mal. On est plus dans l'équilibre que dans l'équilibre alimentaire. Autrement dit, on ne mange bien que quand on a les pieds qui sont stables, quand on a les coudes qui sont stables. Quitte à faire des petits montages, c'est important d'avoir cette stabilité. Donc, installation, sollicitation sensorielle sont les mots qui me semblent importants, les bons conseils pour éviter ces troubles ultérieurs. Autre observation sans aucune transition avec cet enfant qui pleure, impossibilité de manger à 4 mois. Ici, même si vous n'êtes pas endoscopiste, vous avez vu qu'il y a une œsophagite avec des éléments ulcérés. Deuxième enfant qu'on a vu l'année dernière, qui a été hospitalisé pour une gastro-entérite à forme émétisante. On était étonné de voir qu'il y avait des ulcérations du sillon nasogénien et de l'arc de Cupidon. Quand on a été dans l'ésophage, on était ulcéré, si je puis dire, de voir tous ces éléments nécrotiques qui correspondent à une œsophagite thermique. Alors, je sais que certains en doutent, ulcération linguale thermique. Ces 3 observations, alors vous allez me dire, c'est que 3 observations, je travaille dans un centre tertiaire, j'en conviens, mais 3 observations dues au biberon chauffé au micro-ondes. Alors, c'est vrai que tout le monde chauffe les biberons au micro-ondes, et quand on avait fait une étude avec une chef de clinique, Patrick Tougnan avait eu la gentillesse d'être, comment dirais-je, assez à l'écoute, mais comme vous le voyez, quand on fait une observation dans la région parisienne, on a 50% des mamans qui chauffent le biberon au micro-ondes. Or, la recommandation INVS, l'Institut national de veille sanitaire, nous dit bien on ne chauffe pas au micro-ondes. Ce n'est pas une question de vitamines, de calories. Ici, qui n'a jamais mangé quelque chose au micro-ondes? Tout le monde. Qui, alors que vous avez scrupuleusement vu le temps nécessaire à chauffer dans le micro-ondes, vous prenez à ce moment-là l'aliment, vous ouvrez la barquette, vous prenez première bouchée, vous dites « ah ouais, c'est bien ». Deuxième bouchée, vous dites « c'est un peu froid ». Troisième bouchée, vous vous brûlez. Le propre du micro-ondes, c'est de faire un chauffage hétérogène. D'accord? Et donc, même si la mère, elle dit qu'elle touille, même si la mère, elle dit qu'elle fait ça, ben voilà, moi, 3 observations en 2 ans. Okay? Autrement dit,
je ne suis pas un fan du bain-marie. Bain-marie, de toute façon, à part Marie, je ne vois pas qui chauffe le bain-marie au biberon. Hein. Donc, il y a des chauffe-biberons. Hein. Le mieux, c'est la température ambiante, n'est-ce pas? Toujours est-il que le micro-ondes, pourquoi c'est délétère? C'est parce que pendant très longtemps, on avait les mêmes kW de chauffage, mais maintenant, c'est plus 350 ou 500 kW, il y a des micro-ondes qui sont à 1500, 2000 kW. Donc, 15 secondes avec un micro-ondes X, ben, c'est pas trop chaud, mais avec le micro-ondes nouveau qui vient d'être acheté, ça brûle. Et ça, je suis d'autant plus ulcéré que dans les services hospitaliers, parfois on chauffe au micro-ondes. S'il y a un problème, on va avoir des soucis. Hein. Deuxième chose, vous savez que le biberon, il peut rester 24 heures, une fois qu'il est entamé, d'accord? 24 heures, on peut le mettre au réfrigérateur, sauf que on le met dans le réfrigérateur. On ne le met pas dans la porte du réfrigérateur. Il y a 3 à 4 degrés de température en plus. Et donc, il faut savoir que tout ce qui est vaccin, tout ce qui est médicaments, tout ce qui est alimentation infantile ne doit pas être stocké dans la porte du réfrigérateur. La porte du réfrigérateur, ça sert à fermer le réfrigérateur. « 2 ans, sans aucune transition, difficulté à manger. On apprend qu'elle avait eu une angine 15 jours auparavant traitée par amoxicilline. Bon, 2 ans, une angine traitée par amoxicilline sans commentaire. Et puis, elle a du mal à avaler, cette petite, et puis elle commence à faire une hémorragie digestive. Et on fait une endoscopie, et on voit ici comme une sorte de cicatrisation linéaire qui remonte un petit peu dans le haut de l'ésophage. On se dit, mais c'est quoi ça? Devant l'hémorragie qui persiste et qu'on a du mal à tarir, on fait une angio-TDM. Je vous ai entouré. Vous voyez qu'ici, il y a un début de pneumomédiastin. Puis là, on a manifestement un système vasculaire qui est très, 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 très proche de l'ésophage. Je vous le mets en haute version. Je vous le mets de près. Il n'y a pas besoin d'être radiologue. Hein, vous voyez la boule, là. D'accord ? Donc ici, on a un enfant qui a fait un pseudo-anévrisme de l'artère carotide commune avec un début de pneumomédiastin et une hémorragie digestive qu'on n'a pas réussi avec des techniques endoscopiques à tarir. On a dû à la fois fermer la plaie ésophagienne de manière chirurgicale, on a dû enlever la carotide en faisant une section carotidienne. C'est quelque chose, hein? À quoi c'était dû? Une pile. Et donc, c'est important, c'est une recommandation HAS 2022. Vous devez, avec vos jeunes collègues, leur apprendre qu'une pile, il y a un double contour, que les pièces, c'est toujours crénelé, que ce soit des pièces marocaines, françaises ou anglaises, c'est la même chose. D'accord? C'est important, tout le monde doit reconnaître une pile d'une pièce. C'est pas du tout la même chose. Qui dit pile dit extrême urgence. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la carotide, il peut y avoir l'aorte, il y a aussi, on a eu 2 spondylodycites l'année dernière à cause de piles qui ont fusé par derrière. Peu importe, parce que ça c'est affaire de spécialistes, je vous l'avais dit à la SMURNEP grâce à l'invitation d'Hassan, quand un enfant ingère des piles et que vous savez qu'il ne va pas aller aux urgences dans les 3 heures qui suivent, 3 heures c'est court. Il faut que vous ayez en place soit de donner du sucralfate, vous voyez ici la différence de lésion quand vous avez un œsophage avec, donc la pile, hein, normale, voilà avec du miel, voilà avec du sucralfate. Alors, le miel, on n'aime pas le donner en dessous de 1 an, mais là, enfin là, c'est pas le problème. Hein. Donc, toutes les familles ont du miel à la maison. Il a avalé une pile, vous sentez qu'il ne peut pas aller à l'hôpital rapidement, vous demandez, c'est un bon conseil,
de donner 10 ml de miel en 10 minutes à renouveler jusqu'à 6 fois au maximum.